Mesdames et messieurs les membres du jury, Yorana, avant tout, je souhaiterais vous remercier de votre présence et du temps que vous m'accordez pour la présentation donc, de mes recherches. Donc, je vais sans plus tarder commencer par vous présenter l'avancée de mes travaux de thèse en tentant d'être le plus clair et le plus précis possible, s'agissant d'un domaine assez particulier qui est l'archéologie. Donc, le travail que je vous présente aujourd'hui est le résultat de 2 ans et demi de recherche sur les tohuos marquisiens et plus particulièrement sur ceux de la petite île de Oahuka. Par souci de compréhension, je vais d'abord commencer par tenter de vous donner des clés d'informations concernant cette structure et avant ça sur les marais de manière générale. Donc, dans la sphère polynésienne élargie, le marais et ses variantes constituaient la seule construction architecturale que l'on pourrait qualifier de monumentale. Il cristallisait à la fois le pouvoir politique par la tenue de réunions qui pouvaient donc se dérouler sur la cour du Tahua, donc cet espace matérialisé ou pas qui se positionnait donc devant la houe, l'espace sacré du marais, et donc il cristallisait également à la fois l'aspect social, l'aspect religieux, pardon, par le nombre de cérémonies qui pouvaient s'y dérouler. Aux Marquises, la construction architecturale suit une trajectoire particulièrement unique en son genre, dans le sens où on suppose l'existence d'une opposition dualiste entre le pouvoir politique tenu par la main des Hakaiki et le pouvoir religieux tenu donc par les Taua, les prêtres. Et cette opposition dualiste se matérialise concrètement, archéologiquement parlant, par la présence de 2 types de structures monumentales aux Marquises, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres sociétés polynésiennes. À savoir d'une part les tohua, donc le cœur du sujet de ma thèse, qui est véritablement le poumon de cette sphère religieuse marquisienne, et d'autre part les me'ai, qui ont bien souvent été qualifiés de marais, donc pour les Polynésiens des autres archipels, donc qui composent ce poumon, ce cœur de la sphère religieuse. Donc on a véritablement 2 structures qui matérialisent cette opposition dont je viens de parler. Donc, par définition, un tohua est une structure donc architecturale, donc matérielle et qui plus est monumentale, associée donc à la vie communautaire des anciennes sociétés marquisiennes. Considéré à l'origine comme étant le noyau de la chefferie, le tohua servait de place de danse et plus généralement de place publique. Il était donc pour cela le lieu de rencontre privilégié entre les différents acteurs de la vie communautaire marquisienne. D'un point de vue strictement architectural, et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, ces édifices monumentaux se matérialisent par une vaste cour centrale dont les plus grandes pouvaient dépasser plus de 150 mètres de longueur, autour de laquelle donc s'organisait une diversité de structures annexes aux fonctions bien spécifiques. J'entends par structure des pépés, donc le pépé étant la structure d'habitat classique aux Marquises, mais également des gradins ou encore des fosses alimentaires. Ces structures annexes aux fonctions bien spécifiques étaient destinées le plus souvent à accueillir les membres de la chefferie, donc qui accueillaient, mais également les membres de la chefferie, donc invités, pour participer notamment aux nombreuses cérémonies qui pouvaient s'y dérouler. Par cérémonie, j'entends évidemment des festivités de danse, des banquets communautaires, mais également des joutes sportives. On peut notamment penser donc à la lutte, au lancer de javelot, mais également aux courses sur échasse. Ce cycle de festivités rythmait donc le calendrier et permettait en fait de démontrer la prospérité de la communauté et surtout le mana de son chef au travers sa capacité d'une part à fédérer un groupe humain social cohérent dans la construction d'aussi vastes édifices, mais également sa capacité d'autre part à subvenir aux besoins de sa population au travers notamment l'organisation de grands banquets communautaires, mais également démontrer aux chefferies rivales sa capacité à subvenir à leurs besoins lors de grands banquets communautaires. Si la carte archéologique de la Polynésie française répertorie aujourd'hui quelques dizaines de tohuas répartis sur les 6 îles habitées,
Les inventaires archéologiques organisés depuis 1925 sur la petite île de Oahuka attestent de l'existence de 15 d'entre eux sur l'île. La dimension spatiale de mon sujet donc, est acquise par le simple fait de choisir Oahuka, mais dans le cadre d'une thèse de doctorat, il m'est évidemment impossible de me restreindre à simplement 15 édifices. C'est la raison pour laquelle les 2 premières années de ma thèse ont consisté principalement en l'élaboration, la constitution d'un corpus archéologique destiné notamment à obtenir un échantillonnage représentatif de ce type de structure à l'échelle de l'archipel. Concernant le choix même de l'île de Oahuka, le cadre géographique de mon étude, cette île est considérée aujourd'hui comme une terre d'archéologues dans le sens où depuis la fin des années 90, une multitude de programmes archéologiques ont été entrepris, à l'initiative notamment du professeur Eric Kant. Et aujourd'hui, il s'agit sans aucun doute d'une des îles les mieux documentées d'un point de vue archéologique. Elle a d'ailleurs fait l'objet de 3 thèses, donc avec la mienne, donc une 4e, qui me permet aujourd'hui de bénéficier d'un contexte d'études large afin de mieux comprendre le développement de ce type de monument assez particulier, monumental, et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Pour ce faire, donc, je me suis aidé évidemment d'un logiciel de gestion de base de données, et donc chaque tohua fait l'objet d'une fiche d'enregistrement la plus détaillée possible selon des variables à la fois quantitatives et qualitatives permettant une meilleure analyse des données ultérieures. Donc il faut comprendre ici que chaque structure également de chaque tohua fait l'objet d'un enregistrement afin de me permettre d'avoir un échantillonnage assez exhaustif pour établir une analyse comparative. Alors pourquoi une analyse comparative? Parce que l'une de mes questions de recherche, c'est évidemment d'identifier une certaine forme de typologie. C'est une démarche qui n'a pas encore été réalisée à l'échelle de ces structures-là. Et donc c'est une de mes questions. Je précise également que cette base de données n'est pas une finalité en soi, à savoir que nous souhaiterions qu'elle devienne un véritable outil à la destination de la communauté scientifique, qu'elle puisse être modelée, voire même complétée. Et donc les données seront transmises évidemment à la direction de la culture qui se chargera de l'inclure au sein de la carte archéologique de la Polynésie française, qui dans le cadre de l'une de ses missions permettra sans doute une gestion raisonnée du territoire, tant sur le plan urbanistique, agricole, que sur le volet culturel. Dans le cadre de notre projet de recherche, et après avoir répertorié cet ensemble de tohua, nous avons réalisé une première mission sur place en 2019, à Oahuka, donc, à la suite des doctoriales de 2019, donc les dernières doctoriales. Et l'objectif de cette mission était de choisir un site clé qui pourrait faire l'objet d'une campagne de fouilles. Donc c'est chose faite, puisque nous avons donc déterminé le tohua Tomitahuna et le Me'aiva Vau, situé dans la vallée de Veipae à Oahuka, comme prochain site de fouille. Alors cette fouille devait avoir lieu en 2020. Voilà, la crise sanitaire a fait que je n'ai pas pu me rendre sur place, donc j'ai continué à travailler sur ma base de données. Mais c'est véritablement le prochain objectif. Surtout que sur ce site-là, on se retrouve face à un complexe assez particulier qui regroupe à la fois une structure communautaire associée à cette structure religieuse. Et donc, on a matériellement ici, de manière concrète, cette dualité entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, mais associés. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc choisi ce site. Et donc, l'une des premières choses que nous allons faire sur le terrain, c'est le relever, puisqu'aucun relevé n'existe sur ce site, étant donné que la vallée n'a jamais fait l'objet de prospection. Le relever à l'aide de moyens LIDAR pour obtenir en fait pour gagner du temps et gagner en précision. Et de cette manière, nous disposerons d'une meilleure compréhension de l'organisation spatiale du site. Des secteurs donc devront être fouillés. Alors le relevé LIDAR, c'est surtout pour obtenir ce genre d'image afin de pouvoir modeler le site en 3 dimensions et pouvoir enregistrer le maximum d'informations, puisque la fouille est une opération qui détruit évidemment les informations. Plus on fouille, plus on détruit les informations. Donc, le relevé 3D, c'est quelque chose qui à la fois permet de sauvegarder à un instant T l'état de conservation du site. Pardonnez-moi.
Donc des secteurs de fouilles devront être ouverts sur le Tohua et le Meae afin de pouvoir appréhender la dimension diachronique. Donc comme je le disais, c'est un site où on retrouve à la fois l'aspect communautaire et religieux. Et donc l'idée, c'est de fouiller les deux pour savoir lequel a été construit en premier, lequel a été utilisé, de quelle manière, et surtout comment a-t-il été abandonné. Est-ce qu'ils ont fonctionné ensemble ou pas? Et donc à terme, cette étude-là pourra être comparée à celle déjà réalisée et étudiée sur les autres sites de l'île, mais de manière un peu moindre. Donc il s'agira de récupérer du matériel, de l'analyser et de comprendre l'évolution possiblement fonctionnelle ou différentielle entre les différentes structures du site. Cette approche préliminaire nous permettra donc par la suite de définir un protocole précis de méthodologie pour la suite des campagnes suivantes. Et dans une perspective plus large, la fouille de ce complexe permettra de renseigner de manière plus détaillée sur les différentes cérémonies qui pouvaient donc s'y dérouler, sachant qu'aujourd'hui, la littérature fait état de certaines cérémonies qui s'y déroulaient, mais la mémoire collective a forcément mis de côté certaines cérémonies, et donc on pense que l'archéologie peut faire parler certaines choses, et peut révéler certaines choses perdues dans la mémoire collective. Donc en définitive, cette étude archéologique aborderait ainsi des questions liées à la subsistance, et notamment à l'économie de subsistance de ces anciennes sociétés traditionnelles. Et les résultats de ces recherches permettraient d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur les pratiques communautaires et par extension sur les dynamismes sociopolitiques de ces chefferies marquisiennes. Elle montrerait également, au travers des résultats obtenus, de quelle manière cette élite marquisienne acquérait son prestige social. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Bonjour, merci pour la présentation. Donc, alors, j'ai plein de questions, mais je vais me limiter à deux. La première, c'est outre le fait que le site était, enfin, que les marquises, comme tu l'expliquais, étaient bien référencées archéologiquement, est-ce qu'il y a une autre raison particulière pour étudier les marquises ou pas ou les Tuamotu, enfin voilà, ou pas les îles de la société, par exemple? Et la deuxième, c'est par rapport à l'image que tu nous montres et donc aux nouvelles perspectives que ça peut ouvrir pour la recherche archéologique. Est-ce que dans le prolongement de ta thèse, il y a aussi une perspective pour mettre en avant des bonnes pratiques dans le cadre de fouilles ou de restitution ou de vulgarisation de ces données pour le grand public? Parce que voilà, j'en parlais un petit peu hier, la fouille archéologique, c'est merveilleux, mais c'est aussi des données qui intéressent beaucoup le grand public et notamment polynésien. Et c'est sûr que quand on voit ce type d'image, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent derrière permettre à la vulgarisation de ces recherches. Merci pour cette question. Effectivement, l'objectif à terme étant de vulgariser l'ensemble des données acquises, donc cette restitution 3D est à mon sens, enfin le programme de modélisation 3D des sites archéologiques est à mon sens un outil pédagogique. Au-delà d'être simplement un outil touristique, c'est quelque chose qui permettra aux générations futures de mieux comprendre leur histoire et leur patrimoine surtout, et de mieux se réapproprier. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, dans la continuité de ma thèse, l'idée c'est de fournir une méthodologie de fouille, de bons gestes à adopter face au patrimoine archéologique, notamment aux marquises, où en fait, donc depuis les années 70, on participe à un éveil culturel et l'organisation des Matava, des festivals des arts des îles Marquises, s'organise autour d'une réappropriation du patrimoine marquisien par les communautés marquisiennes. Et souvent, c'est dans ce contexte précis que les Tohua ont fait l'objet de fouilles, ou du moins de sondages et de restauration, au détriment parfois des informations que l'on pourrait tirer de ces restaurations.
Donc voilà, l'idée c'est vraiment de fournir à terme une méthodologie et bien évidemment des réponses des réponses notamment de recherche, mais d'aider les archéologues à mieux comprendre les Tohua et à apporter une vision un peu plus globale du patrimoine marquisien. Donc voilà. Après, la modélisation 3D, effectivement, c'est un chouette outil de pédagogie, et ça, on le ressent aujourd'hui maintenant avec le programme porté par la direction de la culture qui vise à modéliser l'ensemble des sites classés au patrimoine polynésien. Bonjour. J'ai deux questions. En fait, là, c'est vrai que quand ton travail, tu dis que c'est de la typologie. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a, quelles peuvent être les différences entre intra-île et inter-île, en fait? Et la deuxième, ça concerne en fait l'architecture des monuments eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un design particulier qui est lié aux cérémonies, etc. Mais est-ce qu'il y a des contraintes architecturales à cause des contraintes de terrain, par exemple, ou en termes de surface, en termes de design même, etc. Oui, effectivement. Concernant la typologie, oui, il peut y avoir des différences pour en raison de plusieurs facteurs, et notamment la topographie du terrain, qui ne va pas permettre aux communautés de construire un tohua sur la base du plan qui est généralement accepté. Alors, quand je parle... À ce niveau, est-ce qu'il y a un plan standard? Exactement. Justement? Alors, généralement, les tohua disposent d'un plan standard, à savoir donc une vaste cour centrale ceinturée des deux côtés par des pépins, et sur les petits côtés par des pépins un peu plus monumentaux. Donc ça, c'est le plan standard. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si les tohua disposent d'un plan standard, les meae, eux, sont difficiles à reconnaître. Parce qu'en fait, justement, eux ne disposent pas de plan standard. Alors la raison pour laquelle d'un côté on a un plan standard et de l'autre non, c'est une question auquel je ne peux pas répondre aujourd'hui. Mais par contre, ce dont je peux répondre, c'est que effectivement, sur la base de mes recherches actuelles, j'ai pu identifier différentes formes de tohua, mais souvent c'est lié à la disponibilité en matière première, donc de basalte. C'est lié à la topographie du site qui ne permet pas, par exemple, d'établir le mur en amont ou en aval, et qui va obliger les gens, les marquisiens, à construire une double rangée de pépins au-dessus de la première rangée. Et donc, on a vraiment une typologie, et même en question de monumentalité, on a une monumentalité bien différente sur les grandes îles telles que Hivaoa et Nukuhiva par rapport, par exemple, au tohua que l'on peut identifier à Fatuhiva. Dernière question. Tu montrais la carte de Oahuka avec les 15 sites, en fait, et tu vois bien que la répartition, elle est sur une côte quasiment, pas sur l'autre. Oui. Et puis que le centre de l'île est très occupé également. Donc, effectivement, oui, c'est une constante a priori de toute la Polynésie, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, puisqu'il n'y a que le littoral qui est occupé. Oui. Quoi. Donc, comment est-ce qu'on explique ça, en fait, à cette époque? C'est simplement parce que les chefferies s'organisaient selon un territoire bien délimité. Et en fait, l'une des questions également de ma recherche, c'est d'identifier pourquoi, dans une même chefferie, on aurait 3 tohua, sachant que généralement, une chefferie s'organise autour d'un tohua. Alors, pour répondre à la question concernant l'organisation spatiale générale de l'île, pendant longtemps, on a cru que le centre de l'île n'était pas occupé. Et en fait, avec la mise au jour des différents tohua, et notamment celui situé sur le plateau de Vaikivi, on s'est rendu compte que effectivement l'ensemble de l'île était occupé, mais pas la côte nord. La côte nord qui était moins à même de fournir des éléments de subsistance aux sociétés, aux chefferies. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait dans le cratère du volcan la majeure partie de la population de Oahuka. Donc c'était une expansion qui était due aussi à la population qui était plus nombreuse à cette époque. Oui, bien sûr, ouais.
Karouanoui. J'ai une question sur le. T'as pas parlé de l'âge de ces structures archéologiques. Donc, est-ce que vous avez réussi à dater ces différents tohuas? Quand tu dis qu'une chefferie, ça peut être 3 tohuas, mais c'est peut-être des tohuas qui ont été construits à des âges différents. Oui, bien Et derrière sûr. cette question, j'ai une deuxième question, c'est est-ce que à partir de l'ensemble de ces tohuas et autres structures archéologiques, on peut essayer d'estimer la population polynésienne qu'il y avait à Oahuka dans le passé? Alors pour répondre à la première question, non, nous n'avons pas encore pu dater précisément les tohuas. Et c'est un des objectifs de la mission de la campagne archéologique qui devrait débuter en fin d'année ou l'année prochaine. Par contre, on a à Oahuka, en termes de datation, un large panel, notamment sur le site dunaire de Hané, où les plus anciennes dates de peuplement des marquises ont été obtenues. Alors, estimer la population sur la base simplement des tohuas, ça me semble assez hasardeux pour l'instant. Mais par contre, ça reflète effectivement une société plus ou moins nombreuse. Je prends pour exemple Hatihe, sur l'île de Nukuhiva, où 7 tohuas ont été répertoriés dans une seule vallée. Et là, les traditions orales disent que effectivement, un tohua a été construit à chaque fois que le pouvoir politique passait de chef en chef. Et donc du coup, on a cet élément de réponse, mais à Veipa donc là où on souhaiterait fouiller, par exemple, il y a un tohua pas très loin du tohua qu'on souhaiterait fouiller. Et là, l'idée, ça serait de comprendre les relations qu'il pourrait y avoir entre ces deux tohuas, à savoir, est-ce qu'ils appartenaient à la même chefferie? Est-ce que c'est deux chefferies qui se partageaient la même vallée? En fait, ça ouvre un panel de questions assez vaste, mais tout autant intéressant. Merci pour cette présentation.